I was one of the last to arrive. For anybody to see that. Il y a des instants qui figent l'histoire, des secondes si brutales qu'elles redéfinissent pour toujours la mémoire collective d'un sport. Le 6 octobre 1973, sur le circuit américain de Watkins Glen, le monde de la Formule 1 a perdu l'un de ses visages les plus prometteurs, François Cevert. Beau, élégant, charismatique, il incarnait non seulement l'espoir de la France, mais aussi la relève naturelle d'un champion du monde en fin de carrière. Pourtant, au détour d'un virage pris à près de 270 km/h, son destin s'est brisé net. Ce qui devait être un week-end de gloire et d'adieu pour Jackie Stewart s'est transformé en cauchemar sanglant, gravé à jamais dans l'imaginaire du sport automobile. Avant cet instant, Cevert n'était pas seulement un pilote. Il était une étoile montante, une figure qui captivait autant les foules par son allure que par son talent pur. Il avait ce mélange rare d'intelligence et d'instinct, une audace qui faisait de lui l'un des hommes les plus respectés du paddock. À 29 ans, il avait encore tout devant lui. Des victoires, un titre mondial presque promis et une carrière qui semblait destinée à briller plus fort que jamais. Mais la Formule 1 des années 70 Newton n'était pas un théâtre de glamour, c'était une arène mortelle où chaque course pouvait être la dernière. Ce matin-là, les tribunes retenaient leur souffle. Les caméras suivaient la Tyrrell bleue numéro 6 qui filait avec une fluidité presque parfaite. Puis, soudain, le cauchemar. Une perte de contrôle imperceptible, une trajectoire légèrement décalée et la voiture fut projetée contre les rails métalliques. La violence de l'impact fut telle que la carrosserie se déchira en deux, emportant le corps de Cevert dans une image insoutenable. Il n'y eut pas de lutte, pas de dernière chance. La mort fut immédiate, implacable, laissant derrière elle un silence glacial qui balaya tout le circuit. Dans l'instant même où François Cevert a cessé de vivre, la Formule 1 a perdu plus qu'un pilote. Elle a perdu une promesse, un héritier, un symbole d'élégance et de courage. Jackie Stewart, son mentor et ami, devait courir son 100e et dernier Grand Prix ce jour-là. Au lieu d'une célébration, il a assisté à la fin tragique de celui qu'il considérait comme son frère cadet. Ce choc fut si violent qu'il ne prit même pas le départ de la course, choisissant d'éteindre son moteur à jamais. Ce n'est pas seulement un accident dont nous parlons ici, mais un moment de bascule. Un drame qui expose les entrailles cruelles de ce sport à la fois sublime et impitoyable. Et pourtant, derrière l'horreur, demeure une histoire plus vaste, celle d'un jeune homme promis à la gloire, dont la lumière continue de hanter la mémoire des passionnés. Pour comprendre la portée de cette tragédie, il faut revenir en arrière, à une époque où la Formule 1 était autant une scène de gloire qu'un champ de bataille. Les années 1970 Newton n'étaient pas seulement l'âge d'or de la vitesse et du charisme, elles étaient aussi synonymes de danger omniprésent. Chaque départ de course ressemblait à une roulette russe, chaque virage pouvait décider de la vie ou de la mort d'un pilote. Dans ce décor à la fois fascinant et cruel, François Cevert a tracé sa route, rapide et flamboyante. Né à Paris en 1944, au cœur d'une France encore marquée par la guerre, Cevert s'est très vite distingué par une aura singulière. Sa beauté, son regard azur et son allure de dandy faisaient de lui une icône naturelle. Mais derrière le charme se cachait un compétiteur acharné, un homme prêt à dompter des machines conçues pour flirter avec la limite de l'impossible. Son parcours n'a rien d'anodin. Après des débuts prometteurs en Formule 3 puis en Formule 2, il rejoint la prestigieuse équipe Tyrrell en 1970, une écurie qui allait marquer son destin. Là, il rencontre Jackie Stewart, déjà auréolé de gloire et considéré comme l'un des meilleurs pilotes de son temps. Leur relation dépasse rapidement le cadre professionnel. Stewart devient mentor, grand frère, guide, et Cevert, avec son talent brut et sa volonté d'apprendre, devient l'élève modèle, celui que l'on prépare déjà à porter l'héritage. La presse ne tarde pas à s'emparer de ce duo improbable, l'élégant français et l'écossais intraitable. Ensemble, ils incarnent une forme de complémentarité presque romanesque. La Formule 1 de cette période est en pleine effervescence. Les spectateurs affluent par centaines de milliers, attirés par le bruit assourdissant des moteurs, l'odeur d'essence et la promesse d'un spectacle hors du commun. Pourtant, derrière les drapeaux à damier et les trophées brillants, la mort rôde, les noms de pilotes disparus trop tôt s'accumulent. Jim Clark, Josh Rindt, Pierre Scourage, chacun d'eux rappelle que la frontière entre triomphe et tragédie est mince, parfois inexistante.
Dans ce climat, chaque victoire prend une saveur particulière, presque une revanche sur le destin. Pour Sévère, les succès s'enchaînent. Sa victoire au Grand Prix des États-Unis en 1971 est une consécration, prouvant à tous qu'il n'est pas seulement l'ombre de Stewart, mais un champion en devenir. Le public français, privé depuis longtemps de héros, enfin, voit en lui le futur premier champion du monde tricolore. Les magazines le mettent en couverture, les sponsors le courtisent, et même Hollywood s'intéresse à son image. François Sévère devient bien plus qu'un pilote. Il devient un symbole, l'incarnation d'une jeunesse qui rêve de vitesse, de beauté et de reconnaissance internationale. Mais, au sein de cette ascension, se cache une vérité plus sombre, car plus il monte, plus la pression s'intensifie. Derrière les sourires et les photos glamour, Sévère connaît la dure réalité. Pour atteindre le sommet, il doit défier la mort à chaque course. Jackie Stewart, conscient du danger, tente de lui inculquer la prudence, de lui transmettre l'art subtil de survivre dans un sport qui dévore ses enfants. Stewart répète souvent, pour être champion, il ne faut pas seulement être rapide, il faut aussi savoir rester en vie. Une maxime qui prend une résonance tragique lorsque l'on sait ce qui attendait Sévère. L'année 1973 devait être celle de la transition. Stewart allait prendre sa retraite après son 100e Grand Prix, laissant la voie libre à Sévère pour devenir le leader incontesté de Tyrrell. Tout semblait aligné. Le timing, le talent, la reconnaissance. Mais ce décor, aussi prometteur qu'il paraissait, cachait déjà les fissures d'un drame à venir. Watkins Glen, circuit américain mythique, allait être le théâtre non pas d'une passation de pouvoir, mais d'un adieu brutal, sanglant, inimaginable. Ce que personne n'osait dire à voix haute, les pilotes le savaient au fond d'eux. Chaque tour de piste pouvait être le dernier. Pour François Sévère, ce pressentiment allait se concrétiser avec une violence inouïe. Et ce jour-là, la Formule 1 tout entière allait basculer dans une douleur dont elle ne s'est jamais totalement remise. L'histoire de François Sévère ne se résume pas à un accident brutal. Elle est celle d'une ascension fulgurante, d'une promesse éclatante et d'un destin brisé au moment même où il semblait toucher les étoiles. Pour comprendre l'ampleur de sa chute, il faut revenir sur le parcours d'un homme qui, en l'espace de quelques années, a conquis les circuits, les cœurs et les esprits. Sévère n'était pas un pilote ordinaire. Dès ses débuts, on remarquait chez lui une élégance rare, une façon presque artistique de négocier les virages, de caresser la limite sans jamais la brutaliser. Là où certains pilotes forçaient leur machine, Sévère semblait danser avec elle. Cette fluidité lui valut rapidement une réputation de styliste de la piste, mais derrière la grâce se cachait une ambition de fer. Chaque course, chaque tour, chaque duel devenait pour lui une étape vers la consécration. Son entrée chez Tyrrell en 1970 marqua un tournant décisif. Soudain, le jeune Parisien se retrouvait aux côtés de Jackie Stewart, triple champion du monde en devenir. Leur relation prit très vite une tournure fraternelle. Stewart, protecteur, exigeant, le façonnait comme on façonne un héritier. Il lui enseignait l'art de survivre dans un monde où la vitesse était mortelle, lui transmettait les secrets d'une carrière longue et victorieuse. Sévère, reconnaissant et avide d'apprendre, absorbait tout. Il voyait en Stewart non seulement un modèle, mais aussi une sorte de figure paternelle. L'année 1971 fut celle de la révélation. À Watkins Glen, sur le sol américain, Sévère remporta sa première et unique victoire en Formule 1. Ce triomphe fut bien plus qu'un simple succès sportif. Il symbolisa l'émergence d'un futur champion. La France entière, avide d'un héros national, le plaça sur un piédestal. Les journaux l'appelaient déjà le « Prince bleu » de la Formule 1, un surnom à la fois poétique et prophétique. Mais avec cette gloire naissante, venait aussi une responsabilité écrasante. Il fallait désormais confirmer, il fallait devenir celui que tout un pays attendait. Les saisons suivantes consolidèrent sa position. Toujours à l'ombre de Stewart, Sévère accumulait les podiums, démontrait une constance impressionnante et s'imposait comme le dauphin naturel. Mais être le dauphin signifiait aussi vivre dans l'attente, contenir ses désirs pour respecter l'équilibre de l'équipe. Plusieurs fois, il dut freiner ses ambitions pour ne pas compromettre la stratégie globale de Tyrrell. Ces sacrifices, rarement visibles du public, rongeaient son impatience, mais il savait qu'un jour viendrait où il serait le numéro 1. Ce jour devait arriver en 1974, après la retraite annoncée de Stewart. Mais la formule, un Newton, est pas tendre avec les rêves. La saison 1973 révéla la face sombre de ce sport.
Stewart, bien que dominant encore, montrait des signes d'usure, tandis que Sévère affrontait une pression croissante. Les rumeurs circulaient, certains disaient qu'il était trop imprudent, d'autres le jugeaient déjà trop sûr de lui. Pourtant, ses performances prouvaient le contraire. Il était au sommet de son art. Sa capacité à se mesurer aux meilleurs, à défier les Lotus et les Ferrari, confirmait que son heure approchait. Puis arriva Watkins Glen, octobre 1973. L'épilogue cruel d'une trajectoire ascendante. Ce Grand Prix devait être celui de Stewart, son 100e et dernier, et aussi celui de Sévère, appelé à entrer dans une nouvelle ère. Mais au lieu d'un passage de témoin, ce fut un effondrement brutal. Sévère, lancé à pleine vitesse dans la section rapide des S, perdit le contrôle dans une fraction de seconde. La voiture heurta les rails avec une violence inouïe, se désintégra, et l'espoir français s'éteignit aussitôt. Le contraste est saisissant. Quelques minutes plus tôt, Sévère incarnait l'avenir, le sourire éclatant d'un champion en devenir. Quelques instants plus tard, il n'était plus qu'un corps brisé, une silhouette figée dans la mémoire. Le paddock entier fut frappé de stupeur. Stewart, bouleversé, abandonna toute idée de courir. Le monde comprit alors que ce n'était pas seulement la fin d'un pilote, mais aussi la fin d'une époque. La chute de François Sévère n'est pas seulement un épisode tragique, elle est l'incarnation de la fragilité d'un rêve. Elle nous rappelle que derrière chaque victoire se cache le spectre de la mort, que derrière chaque sourire de podium se dissimule la peur silencieuse de l'accident fatal. Sa disparition, aussi brutale que choquante, transforma ce qui aurait dû être un week-end de gloire en un deuil national et international. Sévère laissa derrière lui l'image d'un jeune homme au talent immense, stoppé net au bord de la consécration. Sa carrière, courte mais intense, reste le symbole d'un sport où la gloire et la tragédie se confondent, où l'ascension peut se transformer en chute libre, en un battement de cœur. La mort de François Sévère ne fut pas seulement un drame sportif, elle fut un révélateur brutal des zones d'ombre qui entouraient la Formule 1 de cette époque. Derrière les trophées scintillants, les podiums souriants et les unes de magazines, se cachaient des vérités glaçantes. La précarité de la sécurité, la solitude des pilotes et le prix démesuré qu'ils devaient payer pour la gloire. L'accident de Watkins Glen en 1973, dans toute son horreur, mit à nu ces failles béantes. Les témoins de la scène parlent encore du silence qui a suivi l'impact. Un fracas métallique, une voiture pulvérisée, puis le mutisme glacé d'un paddock figé. Les premiers commissaires accourus comprirent immédiatement. Il n'y avait rien à faire. Le corps de Sévère, projeté et mutilé, incarnait la violence brute d'un sport qui refusait encore de se protéger de lui-même. Pour ses proches, pour Stewart surtout, ce fut un cauchemar éveillé. L'Écossais, habitué à l'adrénaline et au danger, s'effondra. Il savait qu'il venait de perdre non seulement un coéquipier, mais un frère, un héritier spirituel. Ce drame révéla la contradiction profonde qui rongeait la Formule 1. Un spectacle adulé par des millions de fans, mais où la mort était presque une banalité. Dans les années 70, un pilote sur deux pouvait s'attendre à ne pas terminer sa carrière vivant. Les rails de sécurité étaient rudimentaires, les circuits mal conçus et les voitures, certes rapides, mais de véritables cercueils roulants. L'accident de Sévère, avec la carrosserie littéralement tranchée par les barrières métalliques, illustra de façon insoutenable l'inhumanité de ces conditions. Mais derrière la mécanique froide de l'accident, il y a l'humain. Et c'est là que la vérité sombre se fait la plus poignante. Sévère, en privé, n'était pas aveugle au risque. Dans ses carnets et ses discussions avec Stewart, il exprimait parfois ses doutes, ses peurs. Il savait que chaque course pouvait être la dernière. Pourtant, il continuait, prisonnier d'une double exigence, celle de son ambition et celle des attentes de tout un pays. La France voulait son champion et lui voulait répondre à cet appel. Ce poids invisible, cette pression étouffante, firent partie intégrante de son destin tragique. Les médias, eux, oscillèrent entre fascination et voyeurisme. Certains titrèrent sur la beauté perdue, sur l'ange bleu brisé dans sa course vers l'éternité. D'autres n'hésitèrent pas à publier des détails macabres de l'accident, alimentant un mélange de chagrin et de curiosité morbide. La mort de Sévère, parce qu'elle touchait un pilote jeune, séduisant, charismatique, frappa l'imaginaire collectif plus durement encore que d'autres disparitions. Elle marqua la fin brutale d'une innocence, rappelant à tous que derrière les paillettes de la Formule 1 se cachait une loterie sanglante. Ce que l'on dit moins, c'est l'impact psychologique sur Jackie Stewart.
Déjà convaincu de la nécessité d'améliorer la sécurité, il en fit un combat après Watkins Glen. Mais ce jour-là, dans les garages de Tyrrell, Stewart prit une décision irrévocable. Il ne courait pas son 100e Grand Prix. Ce devait être son adieu en gloire, ce fut un adieu en deuil. En refusant de prendre le départ, il envoya un message silencieux mais puissant. La vie humaine devait valoir plus qu'un tour de piste. Des années plus tard, Stewart confia « Voir François mourir ce jour-là m'a changé à jamais. C'était comme perdre un fils. » Ces mots, lourds de douleur, révèlent combien la relation dépassait le simple cadre sportif. Sever n'était pas seulement un collègue, il était une projection d'avenir, un prolongement de Stewart lui-même. Sa mort fit éclater cette image, laissant place à un vide irréparable. Le public, de son côté, réagit avec une intensité rare. En France, la tristesse prit des allures nationales. On venait de perdre celui que l'on croyait destiné à porter le drapeau tricolore au sommet. Dans le reste du monde, les fans virent dans cet accident la confirmation d'une vérité dérangeante. Aimer la Formule 1, c'était aussi accepter de voir mourir ses héros. Les tribunes pleurèrent, mais les billets continuèrent de s'arracher. Le spectacle devait continuer, malgré le sang. Et c'est là que réside la vérité la plus sombre. François Sever, par sa mort, rappela à tous que la Formule 1 se nourrissait autant de drames que de gloire. Son corps brisé devint une métaphore tragique. Pour chaque champion célébré, combien de vies sacrifiées, combien de destins fracassés dans les flammes et l'acier. La beauté de Sever, sa jeunesse, sa promesse inachevée, accentuèrent encore cette interrogation. Il n'était pas qu'un pilote tombé, il était l'image de ce que le sport pouvait donner et reprendre dans la même seconde. Aujourd'hui encore, les images et les récits de ce 6 octobre 1973 résonnent comme une mise en garde. Elles nous rappellent qu'au-delà des chiffres, des titres et des victoires, il y a eu des hommes de chair et de sang qui ont payé le prix ultime. Et parmi eux, François Sever reste celui dont la perte fut la plus insupportable, parce qu'elle incarnait l'espoir trahi, la promesse interrompue et la vérité nue. La Formule 1 des années 70 était un jeu mortel. En regardant aujourd'hui l'histoire de François Sever, il est impossible de ne pas ressentir une émotion contradictoire. D'un côté, l'admiration immense pour un pilote qui, en à peine 4 saisons de Formule 1, a su s'imposer comme une étoile filante, un héritier désigné, une figure dont la grâce et le courage dépassaient la simple compétition. De l'autre, la colère et la tristesse face à une époque où le talent et la jeunesse étaient trop souvent sacrifiés sur l'autel du spectacle. Notre opinion sur Sever se nourrit de cette dualité. Il était l'homme qui aurait pu tout changer pour la France dans ce sport dominé par les Britanniques, les Italiens et les Allemands. Avec son charisme presque hollywoodien et son élégance naturelle, il aurait pu devenir le visage d'une Formule 1 nouvelle, plus glamour, plus internationale. Et pourtant, il n'a jamais eu l'occasion de franchir ce cap. Sa carrière s'est arrêtée au moment même où elle promettait d'atteindre les sommets. Nous croyons que son histoire incarne le paradoxe de la Formule 1 des années 70. Une discipline fascinante, pleine de héros et de récits mythiques, mais gangrenée par une indifférence choquante à la sécurité. Oui, Sever était exceptionnellement rapide. Oui, il était promis à un titre mondial. Mais dans quelles conditions? Des voitures trop fragiles, des circuits à la limite de l'acceptable, des rails meurtriers prêts à découper les monoplaces en cas d'erreur. Ce qui s'est passé à Watkins Glen ne fut pas une fatalité inévitable. C'était l'illustration d'un système qui tolérait le pire. Nous pensons aussi qu'il est important de rappeler l'impact psychologique d'un tel drame. Jackie Stewart, en refusant de courir son dernier Grand Prix, a marqué une rupture symbolique. Ce geste, qui pouvait sembler personnel, était aussi un cri silencieux contre l'injustice. Sever a perdu la vie, mais son sacrifice a renforcé la détermination de Stewart et d'autres à changer les règles, à rendre la Formule 1 plus humaine. En ce sens, il n'est pas mort pour rien. Sa disparition a contribué à déclencher une prise de conscience, lente mais réelle. Mais au-delà de ses considérations sportives et techniques, Sever reste avant tout un homme. Un jeune homme de 29 ans, emporté trop tôt, alors qu'il avait encore tant à vivre, tant à offrir. C'est être cela qui nous bouleverse le plus, l'idée d'un destin interrompu, d'une histoire qui ne sera jamais écrite. Chaque fois que l'on revoit son sourire, ses interviews, ses courses élégantes, on ne peut s'empêcher de penser à ce qu'il aurait pu accomplir. La chaîne,
crois que parler de François Sevère, c'est aussi interroger notre propre fascination pour ce sport. Pourquoi sommes-nous attirés par la vitesse, par le danger, par ces histoires où la gloire et la mort se frôlent? Peut-être parce qu'elles reflètent nos contradictions humaines, notre désir d'éternité et notre peur de la fin. Sévère, par son charisme et sa chute brutale, personnifie ce dilemme mieux que quiconque. Et vous, spectateurs, comment voyez-vous ce destin? Était-il le prix inévitable à payer pour la gloire, ou la preuve que la formule Indalore avait trahi ses champions? Était-ce la beauté tragique d'un héros romantique ou l'injustice la plus criante? Votre avis compte, car c'est en partageant ces réflexions que l'on maintient vivante la mémoire de ceux qui, comme François Sevère, ont tout donné pour leur passion. Il y a des histoires qui ne quittent jamais la mémoire collective, des récits qui, malgré le passage du temps, continuent de hanter et d'émouvoir. Celle de François Sevère appartient à cette catégorie rare. Son nom, prononcé aujourd'hui encore, éveille un mélange de fierté et de douleur, d'admiration et de nostalgie. Sevère n'est pas seulement l'image d'un pilote disparu trop tôt. Il est devenu une métaphore d'une époque entière, une époque où la beauté de la vitesse côtoyait sans cesse l'ombre de la mort. On se souvient de lui comme d'un prince inachevé. Ses yeux bleus, son sourire éclatant, sa silhouette élégante, tout semblait taillé pour l'éternité. Et pourtant, cette éternité fut interrompue brutalement, en une fraction de seconde. Sevère n'a pas eu le temps de vieillir, de décliner, d'être oublié. Il demeure figé dans la jeunesse, dans l'attente d'un titre qui ne viendra jamais, dans l'image d'un avenir suspendu. C'est peu être cela qui rend son souvenir si puissant. Il reste à jamais le champion que l'on n'a pas eu, le rêve que la réalité a refusé. Chaque génération de passionnés découvre un jour son visage, ses exploits, son drame. Et chaque génération ressent la même émotion, un mélange d'émerveillement devant son talent et de tristesse face à son destin. Les images de Watkins Glen, aussi douloureuses soient-elles, rappellent que derrière les victoires et les trophées, il y a des vies fragiles, des hommes de chair et de sang. François Sevère n'a pas été effacé par sa mort. Au contraire, son héritage perdure. Dans les débats sur la sécurité, dans les récits des anciens pilotes, dans la mémoire des fans français qui rêvaient d'un champion, son nom revient toujours. Il symbolise la transition entre un passé sauvage et un futur plus sûr, entre l'insouciance meurtrière et la prise de conscience nécessaire. Mais au-delà de ce rôle historique, il reste surtout une présence intime, presque fantomatique. Quand on revoit son sourire, on croit entendre encore le rugissement des moteurs des années 70, sentir la vibration d'une époque révolue. Et l'on se prend à imaginer, que serait-il devenu s'il avait survécu? Aurait-il été champion du monde, une star internationale, ou simplement un homme heureux, loin des circuits? Ces questions resteront à jamais sans réponse. Certaines histoires ne seront jamais racontées jusqu'au bout, mais désormais, vous en connaissez une, et elle ne vous quittera plus. L'histoire de François Sevère n'est pas seulement celle d'une mort tragique, c'est aussi celle d'un héritage, d'une émotion qui traverse le temps. Dans la gloire comme dans la douleur, il appartient à la légende. Et au fond, c'est peu, être cela, son éternité.